Nous entendons en ce tout début d'après-midi Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude qu'il vient de présenter ce matin même en Conseil des ministres. Donc le sujet est d'actualité s'il en est. Je vous remercie, Monsieur le ministre, de vous être rendu disponible pour venir devant nous exposer les principales dispositions de ce texte et répondre aux questions de notre commission. Je rappelle aux uns et aux autres que notre audition de cet après-midi est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise sur le site internet du Sénat. Notre commission, Monsieur le ministre, vous le savez, est particulièrement attentive aux différents sujets relatifs à la lutte contre la fraude fiscale. Elle a procédé sur ce sujet à un certain nombre d'auditions ces dernières années, notamment au moment de l'affaire dite des Panama Papers. Et nous avons constitué, au mois de janvier dernier, un groupe de suivi des questions liées à la fraude et à l'évasion fiscale. Le projet de loi qui nous réunit aujourd'hui comporte 11 articles. Il traite de différents sujets qui nous sont familiers, l'articulation entre procédure administrative et procédure judiciaire, sujet qu'on pourrait presque qualifier de marronnier, tant il intéresse régulièrement la presse spécialisée ou non, liste des États et territoires non coopératifs, ETNC, là encore, c'est un sujet classique, échange d'informations entre administrations, obligations déclaratives des plateformes en ligne, rôle des intermédiaires qui proposent des schémas d'optimisation fiscale, etc., etc. Monsieur le ministre, je vais donc vous laisser nous présenter les principales dispositions du texte, avant ensuite de donner la parole, comme c'est de tradition, au rapporteur général, bien sûr, et puis à nos collègues pour vous interroger. Je vous donne tout d'abord la parole pour un propos liminaire de présentation. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je suis très heureux d'être devant votre commission. Ce matin même, j'ai effectivement présenté le projet de loi de lutte contre la fraude et je le présente en premier devant la commission de la Haute Assemblée. Cette demande de votre part, non seulement j'en suis le serviteur, mais je la trouve d'autant plus importante que votre commission et votre Assemblée a particulièrement travaillé sur ce sujet, et ce n'est pas nouveau. Un travail très transpartisan, avec de nombreuses initiatives différentes et des groupes de travail, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, qui touchent plusieurs sujets qui sont directement concernés ou évoqués par ce projet de loi. Peut-être d'ailleurs qu'il a été définitivement décidé que ce soit dans votre Assemblée qu'on présente le texte en premier. En tout cas, c'est ce que j'ai évoqué avec l'organisation du ministère des Relations avec le Parlement. Et je crois que ce sera aussi l'hommage rendu à votre travail collectif sur ce point. L'impôt est un des fondements de la démocratie moderne, surtout lorsqu'il s'agit d'une contribution. Et finalement, le consentement à l'impôt, le principe même de la contribution, a deux fondements très importants dans notre démocratie. Pour la Déclaration des droits de l'homme, c'est l'article 6 sur l'égalité devant la loi, et notamment la loi fiscale, et l'article 13 afin qu'il y ait une égalité devant les charges publiques. Et l'impôt est attaqué. Il est attaqué de trois manières, soit parce qu'il est trop important, il pourrait être qualifié de obèse. On peut avoir une différence politique sur ce point, mais le gouvernement a pris un certain nombre d'initiatives dans le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour diminuer ces prélèvements obligatoires, afin que trop d'impôts ne tue pas l'impôt, selon la formule consacrée. Il est attaqué d'une deuxième manière, surtout dans un continent qui peut avoir des différences importantes en termes de fiscalité lorsqu'il y a des mesures qui sont non plus de la souveraineté fiscale de chacun des pays, mais parfois du dumping fiscal, voire de l'organisation particulière de cette fiscalité qui ne correspond pas à l'idée peut-être qu'on se fait du juste impôt. C'est le travail que nous faisons avec Bruno Le Maire pour établir au niveau européen une fiscalité le plus harmonisée possible. Et les annonces récentes qui ont été faites au moment des déclarations sur la fiscalité des GAFA en sont un premier pas. Et puis il y a la fraude, qui est la troisième attaque, sans doute la plus sérieuse contre l'impôt. Et cette fraude n'est rien d'autre que du vol et une attaque inacceptable au pacte républicain et à la solidarité nationale. C'est dans cet esprit que le projet de loi est présenté. Il est quelque part le pendant du texte que nous avons présenté, qu'on appelle plus rapidement le droit à l'erreur, qu'il s'agit de
renforcer la bonne foi du contribuable, de l'entreprise, de l'association et de la collectivité locale. Mais le droit à l'erreur n'a jamais été la licence à la fraude. Et c'est pour cela que si l'administration doit être particulièrement attentive et accompagner le contribuable qui se trompe de bonne foi, elle doit être implacable, plus qu'elle ne l'est encore aujourd'hui peut-être, parce qu'il lui manque des outils juridiques, lorsqu'on organise et qu'on est confondu de fraude. Alors ce texte, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, pour avoir un maximum d'échanges, je sais que je parle devant des spécialistes, comprend plusieurs spécificités, et j'imagine que le débat parlementaire aura à cœur d'enrichir sur des sujets d'actualité ou non ce projet de loi de lutte contre la fraude fiscale. Le premier point sur lequel je voudrais intervenir, c'est le renforcement des moyens de détection et de caractérisation de la fraude. Il s'agit d'abord, sans doute est-ce une mesure importante, la création d'une police fiscale au sein du ministère du Budget, sous l'autorité d'un magistrat, et qui est complément de ce qui existe déjà, c'est-à-dire notamment la brigade qui travaille au ministère de l'Intérieur. Ainsi, la proximité avec la Direction générale des finances publiques et des services d'enquête douanière permettront, j'en suis sûr, aux magistrats de pouvoir confier, s'il s'agit d'une fraude fiscale caractérisée, qu'il n'y a pas de connexion, en tout cas pas apparemment, avec d'autres grands délits, de confier à des spécialistes de la spécialité, pour parler comme Godard, cette compétence particulière. C'est entre 30 et 40 agents qui seront sous l'autorité d'un magistrat une nouvelle fois et qui traitera purement de la fraude fiscale et de son blanchiment, et un travail important de complément du travail de la police nationale. Cette police fiscale est donc l'article 1er de notre projet de loi et je crois marque la volonté particulière de Bercy de travailler plus fortement encore avec des moyens supplémentaires, des moyens d'ailleurs qui seront ceux d'officiers de police judiciaire, la possibilité de procéder à des écoutes téléphoniques, la possibilité de faire des interceptions de renseignements, de faire des filatures, bref, de considérer que la fraude fiscale puisse être considérée, lorsqu'elle est importante et caractérisée, comme une grande infraction pénale. L'harmonisation des outils dont disposent les administrations, et notamment entre les douanes et leurs homologues des finances publiques pour lutter contre les fraudes, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et le partage des données, c'est sans doute le deuxième point important qui est évoqué dans l'article 3 de votre projet de loi, qui consiste à utiliser le data naming, les data scientists, plus d'expertise informatique, les algorithmes, afin de mieux contrôler, et notamment lorsqu'il s'agit de fraudeurs qui utilisent des systèmes de plus en plus complexes et qui eux-mêmes utilisent parfois ces données et ces mécanismes informatiques pour échapper à l'impôt ou au contrôle de l'impôt. L'article 4 prévoit notamment la fin de notre discussion, si j'ose dire, du projet de loi de finances. C'est les obligations faites aux plateformes d'économie collaborative de déclarer les revenus, Monsieur le Président, générés par les utilisateurs de ces plateformes et par les intermédiaires. Nous avons eu ces discussions au projet de loi de finances. J'avais promis, Monsieur le rapporteur général, qu'après avoir aidé les collectivités locales dans un premier temps à récupérer le juste impôt, la Direction générale des finances publiques aurait des moyens juridiques pour connaître ces revenus. Ce sera donc fait si l'article 4 est adopté. Nous avons par ailleurs renforcé les moyens qui permettent la sanction de la fraude. C'est notamment le titre 2 du projet de loi de finances, les articles de 5 à 11. Je voudrais ici détailler une logique nouvelle et qui a déjà fait parler d'elle, celui du name and shame, c'est-à-dire la publicité obligatoire des sanctions pénales, c'est l'article 5, et la possibilité de publier les sanctions administratives envers les personnes morales qui auraient fraudé et seraient reconnues de fraude caractérisée. Je crois que les cas les plus graves doivent faire l'objet de transparence vis-à-vis de nos concitoyens et permettront sans doute de lutter à des peines complémentaires de celles qui auront été prononcées par le juge ou par les sanctions administratives de Bercy, par le fait que la réputation d'une entreprise, et notamment sa réputation fiscale, sera sans doute une exigence de plus en plus importante de nos concitoyens. Cet article 5 et 6 met en place cette procédure de name and shame pour les entreprises qui seraient confondues de fraude caractérisée. L'article 7 prévoit la création de sanctions administratives à l'encontre des tiers facilitant la fraude fiscale et sociale. Il ne s'agit pas simplement de lutter contre les fraudeurs et de les condamner. Il faut aussi savoir tarir à la source ceux qui proposent des montages frauduleux. Aujourd'hui, la loi ne permet pas de faire ces sanctions administratives. Bien sûr, il y a
a considéré que l'optimisation, même si on peut avoir un jugement moral sur certains types d'optimisation, est toujours possible, et le conseil est toujours possible, non pas pour échapper à l'impôt, mais pour l'optimiser. Ça, c'est la loi fiscale qui peut changer comment on optimise ou qu'on n'optimise pas. En revanche, ceux qui proposent, ceux qui sont les ingénieurs de ces schémas frauduleux, doivent être condamnés et empêchés de nuire et de reproduire ces schémas qui organisent la fraude que nous souhaitons combattre. Le mode de calcul des amendes pénales en cas de fraude fiscale est revu. C'est l'article 8 pour permettre au juge de définir une proportion du produit tiré de l'infraction. Le produit pourra désormais atteindre le double de ce produit pour les personnes physiques et le décuple pour les personnes morales. Je crois que la proportion plus grande de la sanction dans l'article 8 permettra encore plus de lutter contre la fraude afin que les gens ne comptent pas sur une possibilité statistique d'y tomber une fois de temps en temps sur un contrôle et considérer que le montant des amendes équivaut à la sanction qu'ils pourraient éventuellement avoir. La multiplication, on aura ce débat j'imagine dans l'hémicycle, et ici même la multiplication du calcul des amendes pénales en cas de fraude fiscale, je crois, est une bonne manière de continuer à montrer que la sanction sera plus importante que prévu. La mise en place de la procédure de comparution immédiate sur la reconnaissance de culpabilité, ça existe déjà pour le blanchiment de fraude fiscale, ça n'existe pas pour la fraude fiscale. C'est l'article 9. Ça visera à accélérer les procédures et permettra, c'est quand même l'un des objets de lutte contre la fraude, de récupérer ce que légitimement les Français dans leur budget souhaiteraient voir récupérer. Nous sommes donc en article 9 sur un mode qui fonctionne déjà de plaider coupable pour le blanchiment. Les sanctions applicables en cas d'injure et de maltraitance ou encore de trouble à l'exercice des fonctions des agents des douanes ou de refus de communication de documents afin que ceux-ci puissent travailler correctement. Nous avons constaté un certain nombre, moi-même et mes prédécesseurs, de remontées qui ne permettent pas aux agents des douanes, qui font un travail très important de lutte contre les fraudes, vous le savez bien, d'exercer leur métier et leur vocation en toute sécurité. Il m'apparaît que cet article 10 ne fera pas sans doute l'objet de beaucoup de contestations, tant le travail des douaniers est admirable et que les documents demandés permettent mieux de pouvoir mener des enquêtes douanières et autres. Et c'est l'article 10 de ce projet de loi. Enfin, la liste française des États et territoires non coopératifs que vous avez évoquée, Monsieur le Président, pourrait effectivement, si vous en étiez d'accord, être élargie sur le compte de la liste de l'Union européenne. C'est l'article 11 et déclencher les sanctions prévues par notre législation nationale qui sont par ailleurs absentes du niveau européen. La France continuera, après ce qu'a fait le président Sarkozy sur le secret bancaire et le président Hollande sur le fonctionnement de l'OCDE, pourra continuer à être en pointe, nous l'espérons, sur ces sanctions et ce travail national, européen et international. Il y a, Monsieur le Président, d'autres choses que nous allons éventuellement parler, pendant cette audition, j'imagine, mais aussi dans le débat public et finalement dans l'hémicycle. Je voudrais d'abord m'arrêter sur le montant de la fraude. J'entends souvent des montants qui voisinent entre 60 et 80 milliards. Ils ont souvent été définis par des organisations non gouvernementales qui font un travail très important. Et je ne voudrais pas qu'on rentre dans un débat qui consiste à dire simplement, comme je l'ai encore lu ce matin, que si 80 milliards de fraude, si elle existait, étaient directement mis dans le déficit, on n'aurait pas d'économie à faire par ailleurs. Je crois qu'on peut tout à fait partir du principe que ce montant de fraude est très important, sans doute en quelques dizaines de milliards. Nous ne pouvons pas confirmer un chiffre qui atteint 80 milliards parce qu'il n'est pas objectivé. D'abord parce que c'est très difficile d'objectiver ce qui n'existe pas ou ce qui n'est pas vu. Sinon, j'espère que l'administration aurait déjà depuis longtemps travaillé à son recouvrement. Nous avons compté, par exemple, dans le projet de loi de finances, une vingtaine de milliards demandés. Alors, pas simplement de la fraude, c'est aussi des rectifications, mais enfin, demandés aux contribuables ce qui n'avaient pas payé directement leurs impôts. Et nous recouvrons à peu près 12 milliards de ces 20 milliards. Mais il est certain que c'est au-dessus de ces sommes que la fraude ou l'évasion existe. Et plutôt que d'entrer dans une bataille de chiffres, je ne veux pas, peut-être que c'était une gêne de la part des ministres précédents, et je ne veux pas leur jeter la pierre, parce que c'est un débat difficile. Peut-être que nous pourrions travailler collectivement, votre Assemblée, Monsieur le Président, mais aussi les organisations non gouvernementales, à essayer d'objectiver ce montant. Et afin d'aider au travail, d'abord à la transparence que nous devons devant les charges publiques à nos concitoyens, et puis à travailler comme objectif qu'on peut donner à l'administration et d'ailleurs évaluer les dispositions législatives que nous allons prendre tous collectivement et les abandonner certaines si elles ne sont pas efficaces ou en renforcer si elles ne le sont pas assez. Et je proposerai
que tous les 6 mois, je puisse réunir au ministère des Comptes publics les organisations non gouvernementales, l'ensemble des parties prenantes de vos assemblées, avec l'administration, pour essayer d'objectiver ce montant, ce qui nous prendra sans doute un petit peu de temps, mais dont je suis certain qu'il est très important et qu'il convient de ne pas se cacher derrière son petit doigt pour effectivement le constater. Le deuxième point que je voudrais évoquer avec vous, ce sera peut-être celui du verrou de Bercy. Il n'est pas l'objet même du texte, mais vous savez qu'il y a une mission parlementaire qui a été décidée à l'Assemblée nationale sur la question du fameux verrou. Je crois que c'est un dossier ancien. Je crois qu'il n'est pas nécessaire, peut-être par courtoisie vis-à-vis de la mission devant laquelle je vais devoir plancher dans quelques jours désormais, de vous donner une position définitive. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis, au nom du gouvernement, attentif aux améliorations que nous pourrons tous apporter pour que les choses soient les plus transparentes possibles. Et en même temps, je pense que chacun doit comprendre que certes, la lutte contre la fraude est un sujet de société et doit sans doute donner, notamment pour les cols blancs, des condamnations exemplaires, mais nous avons aussi un devoir de récupérer ces sommes dans notre budget et l'efficacité doit être au rendez-vous. Et je ne sais pas si vous souhaitez que nous en parlons plus que cela, sachant qu'il n'y a pas de disposition législative pour l'instant, mais peut-être dans le débat parlementaire y en aura-t-il. Je crois que le mieux serait d'avoir cette discussion postérieure à la mission de vos collègues députés. Et puis enfin, il me semble que je ne serai pas tout à fait complet, Monsieur le Président, si je ne vous donnais pas une position, si ce n'est gouvernementale, au moins personnelle, mais j'espère qu'elle se confond. En tout cas, ce matin, le Président de la République et le Premier ministre en ont donné quitus. Il y a au sein même de l'Union européenne des pays qui, s'ils ne peuvent pas être qualifiés de paradis fiscaux, contribuent à, on va dire, l'organisation d'une évasion fiscale, parfois bien malgré eux, et nous l'espérons en tout cas pas dans leur esprit. Nous ne devons pas être naïfs, et nous devons reprendre les mots du commissaire européen Pierre Moscovici, qui a nommément cité ces États. Je crois que nous devons avoir ce travail très important. Vous savez que cela est complexe, puisque par ailleurs, comme il s'agit d'une règle d'unanimité pour adopter les dispositions fiscales au niveau européen, nous devons tous avancer dans le bon sens. Mais je me rendrai personnellement dans ces pays, soit pendant la discussion de ce projet de loi, soit après, pour dire qu'effectivement, la France ne peut pas continuer à accepter, au sein même de l'Union européenne, des dispositions qui permettent d'éviter les dispositions que nous avons mises en place, quels que soient les gouvernements, afin que personne n'échappe à l'impôt. Et cela existe dans l'Union européenne. Je sais qu'il n'était pas de tradition que les ministres de Bercy le reconnaissent, mais je crois que c'est normal d'être pragmatique et d'avancer tous ensemble vers la plus juste et la plus efficace législation nationale et européenne en ce qui concerne l'évasion ou la fraude fiscale. Voilà, Monsieur le Président, on a souhaité mettre en place un projet de loi qui est le plus court possible. Vous remarquerez qu'il n'y a pas énormément d'articles. On a souhaité que ces discussions soient le plus efficaces possible également. Nous n'avons pas souhaité changer la législation fiscale. Il ne s'agit pas ici d'un texte qui discute de l'opportunité de tel ou de tel impôt. Et je pense que ce n'est pas l'objet de notre discussion. Et je m'en excuse si je devrais répondre cela à ceux qui poseraient la question de l'existence de tel ou tel impôt. Je pense que le projet de loi de finances est là pour ça. Mais là, nous avons un texte de renforcement des moyens juridiques pour que le juste impôt soit payé une fois que le Parlement a voté le budget et donc a levé les impôts. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, je suis évidemment à votre entière disposition. Merci, Monsieur le Ministre. Je propose tout de suite, sans plus attendre, de passer la parole au rapporteur général pour les premières questions. Très bien, merci, Monsieur le Président. D'abord, merci, Monsieur le Ministre, de venir. Nous étions nombreux d'entre nous étaient aux Invalides, mais de venir quasiment à la sortie du Conseil des ministres présenter à la Commission des finances ce projet de loi de lutte contre la fraude fiscale. Je crois qu'en effet, vous avez dit que la Commission des finances avait travaillé sur ces sujets. Je pense à la commission d'enquête il y a quelques mois, déjà quelques années. Je pense évidemment à tout le travail qui a été fait sur l'économie collaborative. C'est un sujet qui intéresse beaucoup la Commission et vous l'avez reconnu. En tous les cas, nous sommes, je crois, très globalement, nous souhaitons bien sûr voter ce texte, pour l'améliorer si possible. Et en tout cas, nous sommes tout à fait en phase avec le gouvernement dans cette volonté de lutter contre la fraude fiscale. Il y a des avancées très nettes. Le texte est court. Je pense que je viens d'en prendre connaissance ce matin. Les collègues l'ont encore sur leur table à l'instant. Le texte est court, il y a des avancées. Alors, première question, notamment sur l'article 1er, la création d'une police fiscale. Est-ce qu'elle aura particulièrement pour mission de lutter contre des fraudes complexes
Alors, vous avez dit à l'instant, on a beaucoup de chiffres venant d'organisations non gouvernementales sur la fraude, mais on a aussi des chiffres qui viennent de la Commission européenne, et notamment la Commission européenne qui donne des chiffres sur la fraude à la TVA. Alors, parfois, d'ailleurs, confondant un peu, je vois M. Parent qui lève les yeux au ciel, mais parfois confondant un peu l'optimisation fiscale, les niches fiscales qui existent au sein de la TVA, parce que dans la TVA française, vous savez qu'il y a des taux réduits, super réduits, etc. Bon, et la Commission dit en gros, si on appliquait le taux normal partout, on recouvrerait beaucoup plus. Et puis il y a des phénomènes quasiment de fraude, carrément de fraude carrousel qui continue à perdurer. C'est certes, je ne parle pas d'autres grandes fraudes, à l'instant l'idée de la fraude carbone. Donc est-ce que ces opérations qui sont les plus complexes, je pense à ces fraudes internationales à TVA, cette police fiscale sera un outil supplémentaire face à ce qui est vraiment du crime organisé, avec en effet des implications internationales. On a eu un débat notamment sur les moyens de recouvrement de la TVA, sur l'autoliquidation. On sait que les enjeux sont très largement dans cet impôt qui, à la différence d'autres impôts, est un impôt qui n'est pas simplement un impôt national. Donc c'est sans doute peut-être plus difficile. La deuxième question porte sur l'article 4. Alors l'article 4, je pense que tous les collègues ici, singulièrement ceux qui ont participé au groupe de travail sur la fiscalité du numérique, mais je crois que tous les collègues de la Commission des finances sont maintenant bien au fait de la fiscalité du numérique. Évidemment, on ne peut que se réjouir de l'article 4 qui va obliger les plateformes en ligne à déclarer automatiquement les revenus des utilisateurs à l'administration fiscale. Alors, donc ça, c'est ce que le Sénat avait proposé, donc vaut tard que jamais, mais on l'a proposé à plusieurs reprises, ça sera dans la loi. Je pense que c'est dans une version assez proche d'ailleurs ce qu'avait proposé le Sénat. Alors j'ai deux questions. Est-ce que ça va conduire à, dès lors que tous les revenus, en théorie sans exception des plateformes, seront déclarés, est-ce que ça va conduire à une évolution à terme de la fiscalité applicable? Aujourd'hui, on a des règles quand même qui sont un peu compliqué. Si je prends l'exemple des revenus fonciers, entre ce qui relève du micro-BIC, des BNC, des revenus fonciers, voilà. Est-ce qu'on va vers une simplification du régime induit par la déclaration automatique? Voilà. Et deuxième question, est-ce que vous êtes certain que de l'effectivité de cette obligation, ou est-ce qu'on n'est pas dans l'affichage? Parce qu'il y a une chose qui m'inquiète un peu, c'est que la plateforme, vous dites c'est applicable aux plateformes françaises et étrangères, ça, tant mieux, c'est heureusement, mais la plateforme qui ne respecterait pas l'obligation de transmettre encourrait une amende forfaitaire de 50 000 €. Alors voilà, je me pose la question, la modicité de l'amende au regard des enjeux, est-ce que j'ai bien lu le texte? Ou alors peut-être je l'ai lu trop rapidement. Est-ce que vous pensez qu'un Airbnb, un Amazon ou un Uber, est-ce que vous pensez que c'est suffisamment dissuasif, 50 000 €, le risque encouru pour ne pas transmettre automatiquement les revenus des utilisateurs? Voilà, donc c'est ce que ça. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres sanctions? Est-ce que c'est bien 50 000 €? Voilà, est-ce que c'est une incitation? Voilà. Comment traiter en clair ces plateformes, notamment internationales, qui ne respecteraient pas leurs obligations? Sur l'article 3, j'y reviens, ça nous paraît aller dans le bon sens, la transmission des fichiers, le droit d'accès aux fichiers de la DGFiP, mais on a l'impression, j'ai été président de département, avoir lutté contre la fraude, notamment au RSA, que c'est toujours à sens unique, c'est-à-dire que concrètement, les administrations fiscales ont encore, malgré le texte et l'avancée de l'article 3, n'ont pas un accès direct automatique à tous les fichiers des revenus sociaux. Et ils m'ont dit que sur le terrain, il fallait faire une demande, bien sûr, ils ont le droit de communication. En revanche, les administrations sociales sont informées des revenus. Donc, est-ce qu'on ne peut pas envisager la réciprocité? Voilà. Sur l'article 7, il serait désormais prévu une pénalité administrative pour tous les intermédiaires, donc un cabinet d'avocats, d'experts comptables qui invente un schéma de fraude fiscale devrait le transmettre. Comment ça se combine avec le projet de directive qui prévoit cette obligation? Et voilà. Et puis vous avez parlé enfin, on sort un peu du texte d'un sujet qui est le verrou de Bercy, et d'un sujet qui n'est pas évoqué, qui va être une pratique. Je crois que l'administration fiscale va avoir recours à des moyens informatiques puissants, à des algorithmes. Ça, c'est pas législatif. Je pense que c'est aussi intéressant d'en parler. Je crois qu'en croisant un certain nombre de fichiers, on peut demain mieux lutter contre la fraude et la plus organisée. Sur le verrou de Bercy, c'est pas l'objet du débat, mais vous l'avez évoqué, la position d'une grande partie de la Commission des finances, en tous les cas la mienne, pour avoir étudié d'autres délits, notamment les délits boursiers, c'est que la justice n'aura pas, sans doute, et là je m'adresse au ministre des Comptes publics, demain beaucoup plus de moyens
pour traiter l'ensemble du contentieux fiscal, qui est un contentieux technique. Et je pense que ce serait une folie de, purement et simplement, envoyer tout le contentieux fiscal, pénal à la justice. Donc il faut qu'il y ait un système, un moment de tri. Sans doute faut-il améliorer peut-être la transparence sur les critères, peut-être faut-il changer la CIF, mais en tous les cas, je pense qu'en termes de délai, en termes de technicité, en termes d'efficacité, la voie, la sanction fiscale me paraît être sans doute beaucoup plus efficace que la sanction pénale. Quand on voit les délais de la justice sur les délits boursiers, où on a parfois des affaires qui durent 20 ans en matière de délits initiés, je ne veux pas que les affaires fiscales s'enlisent pour 20 ans, et je pense que notre commission, évidemment, est sensible aux recettes. Donc, il faut que la voie pénale continue à exister dans son caractère dissuasif, mais je pense que l'administration a une technicité, et je ne suis pas certain que le ministre des Comptes publics a à cœur demain 3000 postes de magistrats pour traiter l'ensemble du contentieux fiscal à la justice. Donc on est assez, pour être clair, peut-être majoritairement sensible à un aménagement, mais pas à une suppression en tous les cas de ce qui est parfois impunément, sans doute mal nommé verrou de Bercy. En tout cas, on est favorable à un système de tri, sans doute amélioré, aménagé, mais on reconnaît tout à fait la spécificité du contentieux fiscal. Voilà quelques questions. J'en ai pris plus certain nombre parce que j'ai peut-être eu quelques minutes de plus que les collègues pour lire le texte, mais sans doute vont-ils compléter les questions. Merci. Merci, monsieur le rapporteur général. Moi-même, monsieur le ministre, je voudrais en quelque sorte compléter l'interrogation de notre rapporteur général, tout au moins sur un point relatif au premier article du projet de loi, celui qui prévoit la création d'une police fiscale rattachée directement à Bercy et qu'Albéric de Montgolfier évoquait tout à l'heure. Il y a donc le projet de création d'une police fiscale. Pourtant, il existe déjà une police fiscale, c'est la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, la BNRDF, qui a été créée en 2010 au sein du ministère de l'Intérieur, qui est dotée de pouvoirs de police, perquisition, écoute, etc., et qui s'est notamment illustrée dans les affaires Cahuzac, HSBC, Google. En quoi deux polices fiscales seront-elles plus efficaces qu'une seule ? Leur champ de compétences et leurs pouvoirs respectifs seront-ils différents, sachant que ni l'une ni l'autre ne peuvent de toute façon s'auto-saisir ? N'est-ce pas avant tout une question de moyens, davantage que de rattachement ? Et si oui, quels seront ces moyens ? Les nouveaux officiers fiscaux judiciaires seront-ils en priorité des policiers ou seront-ils des agents de la Direction générale des finances publiques ? Voilà les questions que nous nous posons. Au-delà du texte proposé ici, qu'en est-il de la possibilité pour la DGFiP de rémunérer des informateurs sur le modèle de ce que fait déjà la Direction générale des douanes et des droits indirects, par exemple en échange de listes comme la liste HSBC. Cette disposition, votée en projet de loi de finances 2017, est-elle utilisée? Pouvez-vous nous éclairer sur ce point? Merci, monsieur le ministre. Je vais vous laisser répondre à cette première série de questions et ensuite on se tournera vers nos collègues qui sont nombreux, une douzaine d'ores et déjà à être inscrits pour vous interroger. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur général. Je vais essayer de répondre effectivement plus précisément à vos questions. D'abord, peut-être sur les plateformes qu'a évoqué monsieur le rapporteur général. Je partage son avis et je pense que ça peut faire l'objet de débats autour d'amendements parlementaires sur le montant. C'est à la fois innovant. Je pense que ce qu'il fallait mettre dans le texte, c'était l'obligation de déclaration. 50 000, c'est peut-être peu. On a réfléchi à aussi une sanction qui pourrait être l'interdiction du fonctionnement du site s'il n'y avait pas ces revenus. C'est peut-être beaucoup. Voilà, donc on peut en discuter. Moi, je suis très ouvert. Je voudrais rappeler qu'il y a 276 plateformes qui opèrent en France. Voilà, donc elles n'ont pas toutes les mêmes masses. Je pense que c'est aussi un moyen pour nos concitoyens de faire des compléments de revenus, voire de pouvoir vivre différemment selon, si je prends l'exemple des plateformes que vous évoquez, l'hôtellerie ou les moyens de transport traditionnels. Donc il ne s'agit pas de décourager l'innovation et en même temps, il ne faut pas être naïf. Voilà. Donc je pense que, monsieur le rapporteur général, le premier point qui était le point attendu par beaucoup de gens depuis longtemps, c'était cette concrétisation législative. Et donc, on est très ouvert, je suis très ouvert sur le montant de l'amende ou sur les sanctions qui pourraient être effectivement imaginées. Je sais que vous avez un groupe de travail sur ce sujet, je sais que vous y avez réfléchi, donc je serai très ouvert évidemment à vos amendements. Vous évoquez plus globalement la question de l'article 1er avec monsieur le Président. Pourquoi nous avons voulu faire cela ?
Nous n'avons pas voulu remplacer la brigade BNRDF du ministère de l'Intérieur. Elle continuera à exister. Nous ne lui prenons pas des effectifs pour la mettre dans la police fiscale de Bercy. Nous créons un deuxième service, et je rappelle qu'il est sous l'autorité d'un magistrat, et que le magistrat choisira à qui confier l'enquête. Ce sera son choix. Il pourra le faire au choix entre la BNRDF ou la police fiscale que nous évoquons aujourd'hui. La BNRDF, aujourd'hui, elle intervient sur un champ d'enquête plus large que les dossiers de présomption de fraude fiscale. Et c'est d'ailleurs normal. Elle travaille à d'autres connexions sur du trafic, sur de la corruption, sur le plan pénal. C'est quelque chose de plus complet, si je veux dire, que la police fiscale telle que nous l'imaginons, telle que je l'imagine. La DGFiP a déposé plus de 500 plaintes sur présomption de fraude fiscale pour quasiment 5 milliards d'actifs dissimulés. Ce n'est pas un secret de dire que la justice et la BNRDF n'ont pas pu être au rendez-vous de toutes les instructions de toutes ces plaintes, soit parce que c'est complexe, soit parce qu'effectivement il y a peut-être une difficulté de moyens, même si on pourrait revenir sur cette question. J'en discute en ce moment même avec M. le ministre de l'Intérieur, soit parce qu'il y a une caractéristique de la fraude fiscale simple, si j'ose dire, même si elle est complexe, en tout cas sur la thématique fraude fiscale, que n'ont pas forcément les agents de la BNRDF malgré leur travail. Et donc je crois que c'est un moyen supplémentaire. On a eu devant cette commission un débat sur les moyens supplémentaires de lutte contre la fraude. Ce n'est pas simplement déclaratif, de donner aux magistrats la possibilité de choisir tel ou tel service. Ça existe déjà un petit peu. Il y a un service des enquêtes douanières à Bercy. Il fait un excellent travail. Le magistrat, d'ailleurs c'est une magistrate en l'occurrence aujourd'hui, qui dirige ce service. Pour ce travail qui date depuis 15 ans, rien qu'en 2017, c'est quasiment 900 millions d'euros de saisie. Et donc ça contribue très largement au travail sous l'autorité judiciaire, avec quelque chose de spécifique qui sont des agents des douanes. Et il me semble-t-il, il y a aussi des agents des finances publiques qui travaillent dans ce service. Et c'est la pluridisciplinarité qui permet, parce que nous parliez de la TVA tout à l'heure, ce rapporteur général, de comprendre des schémas avec des experts qui ne sont pas forcément ceux de la police nationale. Donc il n'y a pas de policiers qui viennent au sein de la police fiscale, il y a un service de police fiscale dont le travail essentiel sera de lutter contre ou d'enrichir des enquêtes de fraude fiscale et de fraude spécifique. Et je crois que les magistrats auront une possibilité supplémentaire de saisie, et ce n'est pas l'un pour déshabiller l'autre. Je crois vraiment que ça permettra de faire avancer les dossiers purement fiscaux, qui sont sans doute, et ce n'est pas négatif que de le dire, mais moins prioritaires sur le bureau d'un juge lorsqu'il y a juste des dossiers de fraude fiscale et d'autre côté des dossiers avec des crimes et en lien avec de la fraude. Et si on veut que les deux avancent, il ne faut pas déshabiller l'un pour l'autre, mais il faut permettre à un magistrat de confier un service enquêteur spécialisé. Je crois que, objectivement, c'est une bonne police que de l'organiser et de le faire en lien avec le ministère de l'Intérieur. Donc je voulais vous rassurer ainsi. Ça permettra aussi sans doute à ce service d'avoir des pouvoirs d'enquête qui traditionnellement ne sont pas au sein de Bercy et qui correspondent plus à ceux d'un service enquêteur. Le fait de faire des filatures, le fait de faire des mises sur écoute téléphonique, le fait de pouvoir intercepter des échanges, comme le fait d'ailleurs la douane. Je répondrai sur votre question sur la TVA. C'est très important pour pouvoir caractériser la fraude. Je prends l'exemple de ce qui se passe pour la douane. C'est parce qu'on utilise des moyens d'interception qui sont bien sûr sous la responsabilité d'un magistrat et contrôlés par votre assemblée et par l'autorité administrative en charge de ces recueils de données personnelles. Mais lorsque des douaniers dans un port français mettent des balises et suivent une marchandise pour éviter de voir où est-ce qu'on paye où est-ce qu'on paye la TVA, pour la fraude à la TVA, c'est parce qu'on met des produits, parce qu'on fait des interventions qui ne relèvent pas simplement de la vie administrative, mais d'une enquête, que n'ont pas aujourd'hui les agents de la DGFiP, que l'on arrive à caractériser des grands trafics. Et je crois que si on refuse ces moyens à Bercy, alors il ne faut pas par ailleurs lui demander d'aller plus loin, plus fort, plus vite sur la fraude. Je rappelle que tout ça, vous l'avez bien dit, c'est sous l'autorité non seulement d'un magistrat qui dirige ces services, mais sous l'autorité du pouvoir, enfin de l'autorité judiciaire. Donc sur l'article 1, je crois vraiment que c'est une grande avancée. Et je crois que il faut bien sûr lutter contre la fraude à la TVA, et c'est justement ce genre de service. Non, je vous en prie, monsieur le sénateur. Oui,
je crois que c'est justement ce travail en complément qui nous permettra de pouvoir lutter plus efficacement encore contre toutes les formes de fraude, y compris celle à la TVA. D'ailleurs, nous imaginons un service, ce n'est pas encore tout à fait définitif, qui soit si ce n'est la même mouvance, en tout cas dans le même mouvement que ça a pu exister pour le service des enquêtes douanières, même s'il y aura bien sûr une autonomie particulière pour cette police fiscale qui ne se confondra pas avec le service des enquêtes douanières, mais qui permettra de travailler en complémentarité. Vous avez évoqué, monsieur le rapporteur, me semble-t-il, une question autour de l'article 7, mais dont je n'ai pas bien compris quelle était votre interrogation, si ce n'est que vous étiez d'accord, en tout cas dans l'esprit, du fait de lutter contre les montages frauduleux et contre ceux qui les proposent. C'est prévu dans une directive européenne. Alors, nous souhaitons pouvoir transposer au plus vite la directive. Il me semble, sauf si je dis une bêtise, que nous pourrions imaginer nous en aspirer, mais que nous allons peut-être avancer plus vite que ce que la transposition nous permettrait. Voilà. Donc, l'idée, c'est quand même de pouvoir permettre, non pas d'embêter les sociétés de conseil ou les avocats ou les experts comptables, mais de bien distinguer ceux qui aident à optimiser un impôt et à bien remplir ses obligations fiscales et ceux qui organisent des montages frauduleux et qui... Je vais être très concret. Est-ce que vous pensez qu'un avocat qui propose un schéma de fraude fiscale va le déclarer ? Ça permettra... Non, mais dans un service d'enquête... Peu de chance. Alors, sauf si vraiment... Parce que voilà, c'est comme... je fais un parallèle avec Tracfin. Vous savez, par exemple, que Tracfin, l'alimentation, c'est quand même essentiellement bancaire. Essentiellement bancaire. Le nombre d'avocats qui transmettent des signalements à Tracfin, donc un cabinet est assez ridicule. Donc, un cabinet voilà, qui fait de conseil fiscal... Donc, par définition, il vise, c'est sa raison d'être, à payer moins d'impôts. Alors, après, c'est toute la limite entre l'optimisation et la fraude. Donc, voilà, il va réfléchir à deux fois. Quelle est la sanction derrière? Est-ce qu'on n'est pas clairement dans une mesure d'affichage ou alors dans la pratique? Est-ce que vous pensez qu'un cabinet qui va proposer un schéma un peu limite optimisation autre, spontanément, même s'il y a une obligation, le déclarera? Voilà, c'est ça. On s'interroge. Il y a plusieurs questions, monsieur le rapporteur général, à votre question. Est-ce qu'on transpose une directive? C'est pas tout à fait la même chose, c'est complémentaire, parce qu'il me semble que la directive, c'est pour les montages internationaux, et que là, nous proposons quelque chose de plus national, c'est complémentaire, et la transposition viendra utilement compléter. Il me semble que, spontanément, le cabinet qui propose des montages frauduleux ne le déclarera pas, ou alors M. Parent est très persuasif. Je crois cependant, et pour avoir rencontré beaucoup de ceux qui font les contrôles fiscaux, parfois ils ont les éléments qui prouvent qu'il y a eu un montage frauduleux proposé, notamment des échanges de documents. Si nous partons du principe que c'est en lien avec la police fiscale, pourquoi pas d'interception de mails? Pourquoi pas des possibilités de montrer que M. X, dont le travail est bien sûr d'accompagner officiellement la bonne optimisation de l'impôt. Encore une fois, on peut avoir une question morale sur l'optimisation, mais il ne s'agit pas ici de lutter contre une optimisation. Si on veut lutter contre l'optimisation, on change la loi fiscale, c'est encore autre chose. Enfin, le cabinet mais, monsieur le rapporteur général, c'est une chose de vouloir conseiller, optimiser son client, et de l'autre, d'organiser l'évasion fiscale ou de faire des choses proprement illégales et caractérisées. Et il y a des moments, en tout cas, c'est les témoignages que j'ai eus des agents de mon ministère, où ils ont pu constater qu'il y avait des montages frauduleux proposés par un certain nombre de personnes et qu'on ne peut pas les pénaliser parce qu'on n'a pas la disposition législative pour le faire. Donc, je ne suis pas sûr que spontanément ils viennent le déclarer, mais si nous tombons sur l'un ou sur l'autre, suite notamment à des enquêtes fiscales permises par une caractéristique présentée par ce projet de loi, nous pourrions évidemment les condamner. Répondre à Monsieur le Président sur la question des aviseurs, qui a été décidée par un autre gouvernement et d'autres assemblées. À ma connaissance, mais je pense que cette connaissance est juste, il y a un cas seulement d'utilisation sur les faits listes que vous évoquez. Il a été, si j'ose dire, comment dit-on, rémunéré. Donc c'est un cas rémunéré. Et il y a aujourd'hui plusieurs autres cas, mais qui ne sont pas totalement vérifiés et qui ne sont pas, à ce titre, reconnus comme aviseurs par la Direction générale des finances publiques, et en tout cas son service spécialisé qui vérifie la pertinence et la crédibilité des informations que votre Assemblée et l'Assemblée nationale a permis dans la loi. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, j'ai d'ores et déjà 13 inscrits, sous réserve que quelques-uns, je dirais, ne s'inscrivent au cours de nos échanges.
Je vais donc proposer de faire 2 groupes de questionnement successifs et inviter, comme ça devient malheureusement traditionnel, chacun d'entre vous à la plus grande brièveté, à la plus grande concision, pour interroger le ministre qui s'efforcera de répondre aussi de façon bien sûr précise, mais rapide. Alors nous débutons à tout seigneur, tout honneur par Éric Bocquet, qui chez nous est l'un des spécialistes de ces questions. En tout cas, on sait que c'est une question qui l'occupe à défaut de le préoccuper. Oui, pas seigneur. Voilà, c'est déjà la réforme avant la réforme, puisque notre temps de parole se réduit de plus en plus. Enfin voilà, ça c'est une remarque, je ne vais pas commencer à perdre des secondes précieuses. Alors merci, Monsieur le Ministre, de venir au Sénat pour présenter ce projet. Vous croyez bien que nous sommes sensibles à cette démarche. Alors je voudrais saluer certaines avancées réelles dans le texte. Je pense ce qui vient d'être évoqué, ce qu'on désigne sous le terme de facilitateur. On avait effectivement pointé cette idée, c'est une proposition de notre commission d'enquête en 2013, d'établir une espèce de chaîne de responsabilité, puisqu'on ne peut pas s'évader sans un peu d'aide, évidemment. C'est classique. Donc cette idée nous va bien. Les plateformes en ligne, oui, le travail qui a été fait au Sénat, auquel on a tous contribué, est intégré. Ça, ce sont des choses tout à fait positives. Malheureusement, je dois pointer des insuffisances, des manques et certaines ambiguïtés. Et je pense que ce texte ne va pas aussi loin que l'exigerait l'ampleur du problème que vous connaissez, que nous connaissons tous, malheureusement. Alors la police fiscale, très bonne idée. À terme, 30 à 50 agents détachés sur cette mission particulière, mais on ne peut pas ne pas rappeler les nombreuses suppressions de postes dans le contrôle fiscal au sein de la DGFiP ces 5 dernières années. C'était pas vous, 5 dernières années, 33 200 suppressions d'emplois. Donc on est encore loin du compte en termes de personnes physiques pour effectuer ces contrôles dans l'entreprise, par exemple, de l'entreprise concernée. À un moment donné, enfin vous me confirmerez ou infirmerez ce que je dis, il me semblait que l'idée de la publicité des rescrits fiscaux, justement, avait été évoquée un temps et je ne la vois pas apparaître cette fois, enfin commence à évoluer. Troisième point, le verrou de Bercy. Forcément, on ne peut pas ne pas l'évoquer. Si on ne débloque pas le verrou, la porte ne s'ouvre pas. Et tout le dispositif, aussi sophistiqué soit-il, sans ce verrou, sans le feu vert, il ne pourra pas être actionné. C'est un vrai sujet. Alors je sais qu'à l'Assemblée, cette commission continue de travailler. J'entends avec plaisir qu'elle n'est pas morte. Mais vous avez déclaré à la télévision il y a quelque temps que ce verrou serait maintenu. On a ensuite entendu parler de certains aménagements. Voilà, je pense qu'il faudrait préciser les choses, mais on est nombreux, ici et ailleurs, à penser qu'il faudrait purement et simplement supprimer ce verrou de Bercy, laisser la justice avoir les mains libres sur ces sujets, qu'elle puisse s'autosaisir, que le parquet puisse intervenir sur les sujets de fraude fiscale, parce que l'histoire de ces dernières années a montré que ça avait un effet dévastateur quand le ministre du Budget en charge des sujets était le seul à pouvoir décider d'enquêter sur sa propre personne, par exemple. Alors, donc voilà, si vous pouviez préciser cet aspect-là, parce qu'il y a quand même eu, à ma connaissance, 16 000 manquements graves constatés l'an dernier, je crois, et il y a eu 1000 poursuites. Donc il y a quand même un décalage assez net entre les deux chiffres. Il faudrait l'avoir en tête. Quatrième sujet que vous n'avez pas évoqué, c'est celle de la liste française des paradis fiscaux. Il y a eu un débat à l'Assemblée il y a quelques jours. Cette liste n'est pas crédible, malheureusement. Je vais juste citer l'exemple des Bermudes. Les Bermudes ne figurent pas sur la liste française des paradis fiscaux, me semble-t-il. Or, les Bermudes y avaient été inscrits il y a quelques années, en juillet 2014, pour être retirés en janvier de l'année suivante. Là, on a parlé beaucoup des Bermudes au moment des Paradise Papers en novembre dernier, à partir du cabinet Appleby implanté aux Bermudes. Comment se fait-il qu'on puisse imaginer que les Bermudes ne figurent pas sur la liste française des paradis fiscaux? Y a-t-il eu des engagements pris par les Bermudes au regard du fisc français? J'en doute. C'est un manque sérieux, évidemment. Le cinquième point sur le plaidé coupable, est-ce que c'est très nouveau? Est-ce que ce n'est pas analogue à la convention judiciaire d'intérêt public qui figurait dans la loi Sapin, déjà, et qui ressortissait un peu du même esprit, du même phénomène? Et est-ce que c'est bien entendable par les contribuables lambda, toutes ces révélations, ces affaires successives qui ont martelé régulièrement l'actualité de manière spectaculaire? Pour le citoyen lambda, le contribuable lambda, est-ce qu'on peut verser 300 millions pour échapper à un procès? Ça peut choquer et ça peut ne pas être compris. En tout cas, je pense que c'est pas la bonne démarche. On est encore dans la transaction, on discute et on se met d'accord sur un prix, vous signez un chèque et on vous fiche la paix. On reconnaît sa responsabilité, mais vous ne me mettez pas au tribunal. C'est quand même un peu gênant pour dire le moins.
Je pense qu'il y a un manque également, alors je ne sais pas si c'est l'objet du texte, mais quand même, la question des lanceurs d'alerte, qui ont eux aussi contribué ces dernières années à la manifestation de la vérité, enfin sur les affaires les plus spectaculaires, je pense à UBS, on a cité HSBC, et qui ont permis la récupération concrète de deniers publics dans le budget de la République, ça n'est pas rien. Alors il faudrait bien sûr que leurs responsabilités soient cadrées très précisément, on est d'accord là-dessus, mais je ne pense pas qu'on ait affaire à des fous furieux, ce sont des gens qui ont une éthique et qui veulent que chacun tienne sa place au niveau fiscal dans notre société. Ça manque, et je pense qu'on pourrait s'appuyer sur les lanceurs d'alerte, y compris pour démultiplier encore les moyens. Voilà, donc je pense qu'il manque vraiment des outils, en dépit des avancées constatées, que j'ai soulignées. Dernier point à propos des schémas d'optimisation fiscale à transmettre à l'administration. C'est l'une des propositions qu'on avait formulées en 2013 dans le rapport. Et malheureusement, ça a été censuré à 2 reprises par le Conseil constitutionnel dans les lois de finances initiales 2014-2015. Donc, après Bercy, il y a encore un verrou, quoi. Donc il faut... Alors peut-être qu'aujourd'hui ils vont dire c'est bien, c'est une bonne idée, mais est-ce qu'on est sûr de ce point de vue? C'est un vrai sujet, même si le Parlement... Parce qu'ici au Sénat, on a réussi à adopter des amendements dans notre diversité qui venaient à supprimer le verrou de Bercy, et puis l'Assemblée s'est précipitée pour le rétablir, et au bout le Conseil constitutionnel est encore là pour veiller au grain. Voilà, il faut avoir de la cohérence de A jusqu'à Z si vraiment on veut s'attaquer résolument à ce sujet. Voilà. Enfin, dans le texte, je ne vois pas non plus apparaître la notion d'obligation déclarative sur ces schémas d'optimisation fiscale, mais je pense que les débats au Sénat sauront avantageusement enrichir ce texte. Merci Éric Bocquet, Roger Carucci, puis Sébastien Meurant. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, vous l'avez dit en partie tout à l'heure, mais je voudrais que vous soyez plus précis. Moi, j'ai souvenir d'avoir représenté la France à l'OCDE en 2010, lorsqu'à l'époque on parlait de paradis fiscaux, lorsqu'on a établi, à la demande d'ailleurs d'un Français, Pascal Saint-Amand, une liste des territoires non coopératifs. Il y avait de grands États dans cette liste. Après, il y a eu une négociation en partie entre l'OCDE et l'Union européenne, et on a eu des premières listes de l'Union européenne où des États relativement importants étaient encore intégrés. Et puis il y a eu une liste française où il y avait encore des États relativement importants. Et aujourd'hui, et quand même 8 ans après, il va rester bientôt des rochers au milieu de l'océan. Si on pouvait trouver une poussière quelque part pour en faire un territoire non coopératif, ce serait parfait, parce qu'il n'y aurait pas la pression d'un grand État, ou sur l'OCDE, ou sur l'Union européenne, ou sur la France, pour ne pas être inscrit. Alors vous nous dites vous-même, on sait bien que ça n'est pas réaliste. Mais est-ce que, je ne sais pas, est-ce que vous avez engagé avec vos collègues européens une discussion qui ne doit pas être simple, parce qu'évidemment les États européens concernés ne doivent pas se battre pour ouvrir la discussion, mais est-ce que vous avez engagé une discussion? Parce que, franchement, montrer du doigt des îlots certainement sympathiques, mais où on sait très bien que ne passe qu'une partie de la fraude, ça ne donne pas le sentiment qu'on soit prêt à s'attaquer réellement, complètement, totalement à la fraude qui profite des paradis fiscaux. Alors, est-ce qu'il y a une action entreprise au niveau national de votre part et au niveau européen pour justement revenir peut-être à plus de réalité? Merci Roger Carucci, Sébastien Meurant, puis Sophie Taillé-Polian. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, merci pour votre venue en cette journée un peu particulière d'hommage. Moi, j'apprécie effectivement les déclarations et le sens de vos propos concernant d'abord l'impôt obèse. Effectivement, c'est un sujet qui tient à cœur à certains d'entre nous, mais je ne vois pas comment pouvoir diminuer cet impôt obèse si on ne s'attaque pas réellement aux dépenses publiques, je l'ai déjà dit. Au niveau européen, également, pour revenir à ce que vient de dire mon collègue Roger, comment faire pour harmoniser, que ce soit dans le domaine des particuliers avec le Portugal, dans le domaine de l'entreprise avec l'IS au niveau de l'Irlande, dans le domaine des IS et des impôts sur les entreprises au niveau des pays de l'Est qui vont se battre pour effectivement attirer vers eux des capitaux et des entreprises. Comment traiter ce qui est déjà le cas depuis des années, des facilités de montage spécial, les holdings hollandais, Benelux pour faire simple, très rapidement. Et puis en matière de fraude, on peut évidemment que souhaiter la réussite de vos projets. Simplement, nous étions il y a quelques semaines donc, à Roissy, nous avons été reçus par les douaniers.
qui traitait la galaxie de la Poste. Et là, ils nous ont fait part, moi j'ai découvert certaines choses, notamment sur les droits de douane et la TVA, 150 €, 22 €. Il y a des dizaines de millions de plis qui échappent aux droits de douane et qui échappent à la TVA, une partie importante, en tout cas ce qui est contrôlé, est bien souvent frauduleux. Et dans ces équipes, et là, elle parlait de créer une police fiscale supplémentaire. Dans ces équipes de douaniers, sur certains services, l'effectif théorique était de 30 et l'effectif réel était de 20. Donc là, je reviens à ce que disait mon collègue Bocquet tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des endroits, certainement, pour lutter contre la fraude fiscale, il suffit simplement peut-être de renforcer, de mettre les moyens. Et là, c'est du vécu, c'est l'avantage de se déplacer sur place, in situ. Et la question, c'est est-ce que sur les douanes, déjà au sein des équipes qui luttent contre la fraude, est-ce que ces équipes sont à des effectifs théoriques, où on se paye de mots, ou est-ce qu'on a l'intention vraiment de renforcer les équipes qui luttent sur le terrain? Merci. Merci à Sébastien Marron, Sophie Taillé-Polian, puis Nathalie Goulet. Oui, 2 points qui ont déjà été soulignés, Monsieur le Ministre. Vous parlez ici de renforcement de moyens juridiques, mais c'est vrai qu'on ne peut s'empêcher de parler et de penser au renforcement des moyens, puisque d'ores et déjà, dans un rapport récent d'évaluation de la loi de 2013, ce rapport pointait quand même que la principale difficulté n'était pas forcément un manque de moyens juridiques, mais un manque de moyens en personnel, et notamment en compétences aussi toutes particulières. Donc c'est vrai que nous attendons là-dessus un certain nombre d'engagements de votre part afin de donner les moyens je dirais, aux services déjà existants, et a fortiori aux services que vous souhaitez créer. Deuxième préoccupation, et je rejoins en cela Éric Bocquet sur les lanceurs d'alerte. Alors on parlait justement de responsabilisation des intermédiaires. Certainement, les responsables des cabinets qui offrent des solutions, qui prennent des libertés avec la loi, n'iront pas eux-mêmes aller dire qu'ils le font, mais peut-être que parmi eux, il y a des salariés qui participent à cela et que cela gêne, et qui seront à même aussi d'alerter l'administration fiscale sur des pratiques qui seraient illégales. Et donc, la question de la protection des lanceurs d'alerte se pose aussi à ce niveau. Et je vous remercie si vous pouvez nous indiquer un peu davantage d'éléments sur ce point. Merci infiniment. Merci Sophie. Nathalie Goulet. Bon, Monsieur le Président, je vais essayer d'être plus courte que mes collègues. Alors, le verrou de Bercy, on en a pas, mais c'est pas l'envie qui manque. D'abord, merci de nous offrir un véhicule. Mais non. Merci de nous offrir un véhicule pour pouvoir avoir ce véhicule à disposition pour améliorer les dispositions que vous nous proposez. Vous nous dites qu'il y a une police nouvelle. Vous pourriez nous indiquer comment elle est formée et si elle a une formation spéciale, parce que compte tenu des nouveaux enjeux, notamment au niveau de tout ce qui concerne les GAFA, etc., et la fraude, est-ce que cette police, d'abord, aura une formation particulière? Ensuite, sur les territoires non coopératifs, on a eu un débat la semaine dernière qui nous montrait que la liste européenne n'était pas satisfaisante, que la liste française n'était pas non plus. Un scandale, une annonce. Est-ce que vous voyez le moyen d'associer le Parlement, malgré les dispositions des articles 34 et 37, à l'établissement de cette liste des paradis et des territoires non coopératifs? Enfin, en ce qui concerne la fraude et l'article 3, est-ce que vous avez un rendu de l'expertise sur l'INSEE et du 1 800 000 faux numéros d'inscription à l'INSEE qui avait été signalé l'année dernière? Merci. On va terminer cette série avec Claude Nougin. Oui, Monsieur le Ministre, bon, je pense que ce projet de loi va dans le bon sens, mais je pense qu'il serait quand même important d'être précis sur les mots, parce que vous avez dit il y a la fraude fiscale, il y a se tromper de bonne foi, mais il y a aussi ce qu'on trouve souvent dans la vie courante de contrôles fiscaux, des différences d'évaluation. L'évaluation, c'est pas se tromper de bonne foi, et ce n'est pas non plus de la fraude fiscale. Parce que souvent, les évaluations, c'est... on ne sait pas comment, d'ailleurs, justement. Le fisc trouve un chiffre, et puis le contribuable trouve un autre chiffre. On ne sait pas qui a raison et qui a tort. Et personne ne peut le dire. Alors, c'est le cas, bien sûr,
dans les donations des successions, hein, on le voit bien quand il y a des héritages. Mais je l'ai rencontré également parce que j'ai participé à un rapport sénatorial dans le cadre de la délégation des entreprises sur les transmissions des entreprises. On a rencontré beaucoup de patrons d'ETI notamment, et qui arrivaient même à nous dire « je ne vais pas transmettre mon entreprise parce que l'évaluation, je ne la connais pas ». Alors si c'est une société cotée, il suffit de prendre les Échos du matin et de regarder le cours de l'action, et ça c'est simple. Si on ne respecte pas ça, il y a fraude, c'est certain. Et il n'y a pas de discussion. Dans le cadre d'entreprises non cotées, et ce qui est le cas de grosses entreprises notamment, là c'est la bouteille à l'encre et on ne sait pas où ça va. Et il ne faudrait pas que ce soit transformé en fraude fiscale. Parce qu'après, bon, c'est vrai que l'administration fiscale termine toujours par des transactions de façon intelligente, parce qu'on ne sait jamais où est la vérité. Et donc, il ne faudrait pas non plus que ce soit assimilé à des fraudes. Et alors, ce n'est pas le cas dans votre esprit, ce n'est pas le cas dans l'esprit de Bercy, mais ça peut être le cas dans l'esprit de certains médias ou associations que je qualifierais de malfaisantes. Et donc, là-dessus, je pense qu'il faut être précis et bien faire la différence. Et c'est la raison pour laquelle je suis plutôt favorable, à la différence de mon collègue, à garder le verrou de Bercy, parce que on pourrait avoir un certain nombre d'associations qui portent plainte, sans passer même par le parquet, pour un redressement fiscal. Alors d'abord, chaque fois qu'il y a un contrôle fiscal d'une grosse entreprise, c'est rare qu'il n'y ait pas un redressement, même minime. Et faire croire que toutes les entreprises, parce qu'il y a un redressement, fraudent, je crois que c'est très dangereux. On a déjà vu l'antiparlementarisme, ce que ça fait. Il ne faudrait pas aussi promouvoir un esprit anti-entreprise. Merci. Merci Claude. Donc retour vers Monsieur le Ministre pour une réponse à ces 6 questionnements. Merci Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Bocquet connaît bien ces questions. Je remercie de ses encouragements et de ses points d'accord. Je constate des points de désaccord, mais pas tant que ça finalement. Peut-être pour lui répondre sur la question du verrou, et j'en dirai pas beaucoup plus parce qu'on aura ce débat, me semble-t-il, dans l'hémicycle. Et vraiment, je souhaiterais que devant la mission d'information, vous auriez aimé la même parallélisme si jamais vous l'aviez mis en place sur un autre sujet où je devais m'exprimer d'abord à l'Assemblée nationale. Ici au Sénat, Monsieur le Ministre, nous avons une PPL sur ce sujet. Écoutez, donc il y a plein d'initiatives. Il y a plein d'initiatives. Moi, j'essaie de ne pas être idéologue ni d'un côté ni de l'autre, j'essaie d'être pratique, mais rappeler, si vous me le permettez, dans le cadre de la séparation des pouvoirs, que encore faudrait-il que les chambres fassent leur travail de contrôle. Voilà 7 ans que le président de la CIF et la CIF n'ont jamais été auditionnés ni par la Commission des finances du Sénat, ni par la Commission des finances de l'Assemblée nationale, alors que c'est votre travail, si j'ose dire, que de le faire, afin justement que quelqu'un contrôle la CIF, puisque ce n'est pas le ministre de l'Action des comptes publics qui connaît, en tout cas en 10 mois, ça ne m'est jamais arrivé, de dossiers individuels. Et M. Parent peut témoigner que je ne transmets pas. Oui, monsieur le rapporteur général, mais il me paraît normal aussi que ce qui est prévu dans le contrôle, c'est-à-dire que l'Assemblée et le Sénat puissent contrôler l'action de la CIF en l'auditionnant, pourquoi pas, son président ou son magistrat. Voilà. Donc, comme le rapport ne fait que des statistiques, il est intéressant, mais ne fait que des statistiques, je crois que c'est déjà pour contrôler le verrou, puisque c'est quand même la question qui se pose de la transparence. Après, il y a la question de savoir qui a le monopole de la poursuite. C'est encore une autre question. Il me semble que vous devriez pouvoir peut-être auditionner ce qui n'était pas fait depuis 7 ans, le président de la CIF. D'ailleurs, je crois que le président de l'Assemblée nationale vient de reconduire, et le président du Sénat également, les 2 personnalités qualifiées que vous nommez, si j'ose dire, votre institution, à la CIF, sans qu'ils n'aient jamais fait eux-mêmes l'objet d'audition de la part des commissions, et qui peut-être pourraient vous expliquer comment fonctionne la CIF. Voilà. Donc je pense qu'avant de changer quelque chose qui est tout à fait possible, je pense qu'il faudrait que nous puissions travailler dans une équipe des contre-pouvoirs qui me paraît tout à fait légitime, et qui permettrait sans doute d'être collectivement éclairés sur supprimer ou pas supprimer le verrou. Sur les Bermudes, alors comment ça fonctionne aujourd'hui? Et finalement, ça fait le parallèle à ce que dit le ministre Carucci. La France a jusqu'à présent un seul critère, le critère d'assistance. L'intérêt de pouvoir entrer dans la liste européenne, qui a ses défauts, et nous l'avons déjà dit, c'est qu'il y a plusieurs autres critères. Et donc on fait rentrer d'autres pays, qui ne sont pas que des rochers, monsieur le ministre, mais d'autres pays qui complètent la liste française. Et le défaut de la liste européenne, où les Bermudes ne sont ni dans l'un ni dans l'autre,
c'est que ça fonctionne sur du déclaratif. Il faut dire à l'Union européenne que nous avons l'intention, quand on est un pays qui pourrait être considéré comme, l'intention de rentrer dans quelque chose de plus commun. Et si vous me permettez, je pense que le problème n'est pas tellement les listes, mais qu'on s'est beaucoup attaché au texte et assez peu à la vérification de ce que nous signons, de ce que nous déclarons, et on peut toujours établir des listes. Enfin, si on ne vérifie pas que les gens qui déclarent qui ne rentrent pas dans des critères qui pourraient s'apparenter à des paradis fiscaux ou des États non coopératifs, on peut toujours faire des listes et se battre sur des noms de pays. C'est sans doute très intéressant, mais on n'aura pas réglé le schmilblick, comme dirait l'autre. Voilà. Donc je crois qu'à partir de 2019, l'Union européenne passe d'un moment déclaratif à un moment constaté, ce qui sera déjà très différent. Et je pense qu'il faut encourager l'Union européenne à cette force sur ce constat et pas seulement sur le déclaratif. Et je pense qu'il faut évidemment que la France et vos assemblées, pour répondre à la sénatrice Goulet, pourraient tout à fait évidemment par son Parlement y travailler et objectiver les choses, nous puissions nous-mêmes rentrer dans autre chose que du déclaratif et prendre des sanctions. Et je pense que c'est peut-être le défaut de notre organisation commune avec l'Union européenne, c'est que pour l'instant, il ne faut simplement que déclarer le fait que oui, on rentre dans un schéma qui est un schéma qui nous permet de ne pas être sur la liste. Et à ce titre, il n'y a pas que le pays des Bermudes qui a déclaré qu'il ferait ces efforts, monsieur le sénateur, qui aujourd'hui mériterait sans doute d'être vérifié sur place et sur pièce, pour reprendre une expression qui est propre à la Commission des finances. Donc je ne dis pas non, je dis simplement qu'il faut qu'on dépasse le débat philosophique et le débat déclaratif et qu'on rentre dans le débat concret ou dans la vérification concrète. Vous avez évoqué la question des moyens, monsieur le sénateur, et puis finalement madame Tailly aussi, puis quelque part monsieur Meurant aussi. La différence de monsieur Meurant, c'est qu'elle arrive à la fois à me dire dans la même phrase qu'il faut diminuer la dépense publique et réclamer plus d'effectifs, mais ça on a déjà eu cette discussion ici. Non, mais au moins j'avoue que la cohérence est plutôt de ce côté-ci. Mais je pourrais aussi dire au sénateur qui m'a interpellé que s'il avait bien suivi le projet de loi de finances, notamment la création des effectifs à Bercy, il y avait plus de TP créés chez les douaniers et que nous sommes au rendez-vous et que la question de la présence, puisque vous êtes allé à Roissy et je vous encourage à le refaire de nouveau, vous êtes toujours, comme tous les parlementaires, bienvenus dans tous les services de l'État et particulièrement dans les miens, pour les rencontrer 2 fois par semaine sur le terrain. La difficulté, c'est qu'il y a des douaniers qui sont peut-être un peu moins présents à Roissy, à Orly et peut-être dans les Hauts-de-France. C'est un drame que nous pouvons partager avec le sénateur Rapin et qui parfois sont plus présents dans le sud de la France. Voilà. Donc nous avons aussi une façon d'organiser notre service. Mais je crois que quelques-uns connaissent ce fonctionnement. Et donc, nous avons aussi à mettre les théoriques en face des budgétaires. Mais ça, tout le monde le sait, surtout quand on a géré une collectivité locale. Et ce n'est pas une question de manque de moyens. C'est aussi, il va falloir que nous travaillions tous collectivement à effectivement montrer qu'il y a partout, sur le territoire de la République, une présence importante. Et nous y travaillons avec le directeur général des douanes. Ce n'est pas une question budgétaire. C'est une question de ressources humaines. Et nous y travaillons. Cependant, dire que sur cette question des moyens, je ne peux pas être d'accord avec ce constat de finalement il y a eu des DGFiP, c'est vrai, des suppressions de postes depuis de nombreuses années, et vous dites parallèlement vous renforcez les contrôles, comment faire ? Bon, d'abord la DGFiP est une très grande administration, vous le savez, plus de 100 000 agents, et sauf erreur de ma part, mais monsieur le directeur général des finances publiques est là pour le dire, depuis 10 ans, les effectifs, donc sous 2 gouvernements successifs, et de 2 couleurs politiques différentes, les effectifs qui concernent le contrôle n'ont pas bougé. Sur la chaîne du contrôle, comme vous l'évoquez, c'est 12 000 agents. Sur le contrôle fiscal externe, c'est 4 000 et ils n'ont pas bougé à quelques variations unitaires près. Et lorsqu'il y a des suppressions d'effectifs dans la DGFiP, ils le sont soit par la conséquence de projets informatiques qui ont été menés, c'est le cas de l'impôt en ligne, soit parce qu'on ferme des trésoreries et qu'on attache, et ça on a déjà un certain nombre de discussions ici entre nous, les cartes intercommunales ou la numérisation ou le renforcement des moyens de l'État dans tel ou tel site plutôt que d'autres, mais il ne s'agit pas de faire des économies, et ça n'a pas été le cas de mes prédécesseurs depuis 10 ans, sur le contrôle. On peut rajouter 1000 ou 2000 ou 3000 contrôleurs fiscaux de plus. Je pense que ça ne réglera pas tout à fait le problème si on ne leur donne pas les moyens juridiques et les moyens techniques de pouvoir faire ces contrôles. Et il n'est pas tout à fait normal que nous ayons un retard, et un retard important. Et d'ailleurs, même moi-même, j'ai péché, puisque lorsqu'il a fallu que nous prenions des mesures de régulation budgétaire, on a fait sauter des projets informatiques pour pouvoir rentrer dans le job de la DGFiP. Il faut qu'on arrête de considérer ces budgets paramétriques et qu'on accepte l'idée que l'informatique, les algorithmes, les données vont nous aider et vont aider les contrôleurs fiscaux à travailler en touchant, si j'ose dire, quasiment à coup sûr
des endroits où on sait qu'il y a de la fraude, ou en tout cas on peut plus profondément contrôler les fraudeurs. Donc je ne pense pas, et on peut toujours avoir cette discussion, mais si on a un débat honnête entre nous, je ne pense pas qu'on puisse faire ce parallèle des moyens, en tout cas en ce qui concerne le contrôle fiscal. Vous évoquez par ailleurs la question des aviseurs ou des gens qui pourraient être des lanceurs d'alerte. La loi Sapin II, elle a quand même donné un cadre. En vous disant qu'il n'y en a qu'un seul aviseur, je suis conscient moi-même qu'en 2017, on n'est pas encore entré dans la culture. Et on peut toujours prendre des dispositions législatives. Je serai ouvert si jamais vous considérez qu'il faut en faire. Mais je pense que c'est surtout une culture qu'il faut désormais que nous ayons collectivement. J'en ai parlé avec M. le directeur général des finances publiques pour que nous puissions, que la loi Sapin II puisse être appliquée et avoir effectivement plus de rendez-vous pour avoir des informations réelles, efficaces et pertinentes qu'il faut par ailleurs vérifier. Mais j'irai jeudi matin visiter justement les services concernés à Pantin. Et c'est une sorte de management à faire et de changement de culture administrative pour suivre ce qu'a voulu le législateur. Et nous le ferons. Je suis tout à fait d'accord que ce seul aviseur 2017 ne peut tout à fait vous satisfaire. Et vous avez raison. Monsieur Karoutchi, je pense que j'ai répondu à sa préoccupation. Je voudrais lui dire aussi qu'à l'intérieur même des pays de l'Union européenne, puisque c'était aussi sa question, moi je n'ai aucune naïveté. Je crois qu'il y a eu quand même beaucoup d'avancées qui ont été faites par la France. Encore une fois, au lendemain de la crise financière, par le président Sarkozy, en mettant fin au secret bancaire, en tout cas tel qu'il existait. Je suis allé pas plus tard qu'à Andorre, il y a un mois et demi, pour d'autres questions qui relèvent du tabac. Le Premier ministre andorran m'a raconté d'ailleurs comment les choses s'étaient passées à l'époque. Et beaucoup de pays de l'Union européenne ont accepté, à la faveur de la crise financière, de mettre fin à ce secret bancaire. Quand je suis devenu ministre, quelques semaines plus tard, nous avons finalisé un certain nombre de conventions fiscales avec des pays qui n'étaient pas par nature coopératifs et dont on ne parle plus beaucoup. D'ailleurs, je constate que dans les Panama Papers ou les Paradise Papers, il n'y a pas en tant que tel de noms français qui reviennent de façon extrêmement importante, même si nous avons fait les vérifications d'usage et je suis tenu par le secret fiscal. On ne peut pas dire que ce soit des scandales français. Il faut toujours être très prudent sur ce qui peut arriver demain. Enfin, je crois que la France a fait ce travail important. Et puis après, le président Hollande, notamment en lien avec l'OCDE et avec les conventions qui ont automatisé le changement des 130 conventions, a aussi fait son travail. Et la France a fait son travail. Et l'OCDE, et j'ai rencontré M. Sataman cette semaine, et il est le premier à dire qu'il y a eu évidemment des évolutions très importantes, même si on peut toujours continuer. Il y a aujourd'hui dans l'Union européenne des pays qui, bien sûr, vous l'avez évoqué vous-même par les montages que vous avez dit, permettent de faire de l'évasion fiscale, ou en tout cas laissent faire de l'évasion fiscale, lorsque une personne morale française va pouvoir donner de l'argent dans sa filiale néerlandaise ou irlandaise ou maltaise, et que cet argent ensuite part ailleurs. Voilà. Et c'est ça qu'il faut combattre. Et le Pays-Bas, par exemple, M. Sataman le dit lui-même, fait des efforts extrêmement importants pour mettre fin à ça. Il faut l'encourager. Et d'autres pays ont l'air plus discrets dans leurs efforts. Et donc, pour répondre à votre question, M. Karoutchi, je prendrai pas simplement mon bâton de pèlerin, mais des moyens de transport qui sont plus efficaces pour aller en Irlande ou à Malte, et qui me permettra de discuter avec eux comme État ami. Mais les amis se disent avec franchise les choses. Sinon, ça ne sert à rien que nous alourdissions notre propre législation fiscale, que nous ayons des listes avec des États extérieurs à l'Union européenne et que nous ne réglerons pas le problème entre nous. Surtout que le commissaire européen, qui je crois a engagé la Commission et donc a changé un petit peu le langage qui était le cas, a cité nommément un certain nombre de pays. Et je crois qu'il faut continuer sur cette voie et encourager la Commission européenne dans ce travail. Et donc, ce que dit le sénateur Karoutchi est frappé du coin du bon sens. Peut-être rapidement sur la question qu'a évoquée Madame Goulet sur la formation. Ils auront 9 mois de formation, ces agents qui auront l'équivalent du pouvoir des policiers de ce PJ. Et je crois qu'au début de l'année 2020, il est raisonnable de dire que cette police fiscale d'une 50aine de personnes sera opérationnelle. Et je crois que nous avons un bel exemple avec ce qui s'est fait sur le service d'enquête douanière il y a 15 ans. Et que nous pouvons raisonnablement considérer que l'administration sait créer ces nouvelles enquêtes, ces nouveaux services. En tout cas, je suis à votre disposition et M. le directeur général des finances publiques avec moi de votre commission pour répondre aux évolutions dans les étapes pour ces personnes. Enfin, le sénateur Nougin a évoqué finalement qui avait raison entre le citoyen et le fisc. Bon, je suis désolé de dire qu'à mon avis, c'est le fisc.
Et quand on n'est pas d'accord, il y a un juge administratif pour trancher le litige. Mais je crois que... Ou judiciaire, mais enfin, en l'occurrence, s'agissant d'une difficulté qu'on pourrait qualifier de non importante et d'évaluation qui pourrait faire l'objet de contestation. Je crois par ailleurs que, typiquement, et je répondrai à la dernière question de M. Bocquet sur les rescrits, c'est l'objet du rescrit que vous pouvez demander à l'administration. Et que lorsqu'il y a une difficulté, notamment d'une transmission d'entreprise et d'évaluation, on peut tout à fait le faire. Et donc, nous allons publier les rescrits, monsieur le sénateur. Simplement, il ne s'agit pas d'une mesure du domaine législatif, mais je suis très heureux de vous l'informer. Et nous allons, de façon imminente, monsieur le directeur général des finances publiques, prendre les mesures réglementaires qui permettront la publication de ces rescrits. Je le dis d'autant plus que je m'y suis engagé dans le cadre du droit à l'erreur, puisque nous faisons même des rescrits en cours de contrôle. Et donc, je crois que d'ici la fin de l'adoption de ce projet de loi, vous aurez plaisir de constater que nous avons mis en place la publication des rescrits. Merci, monsieur le ministre. Alors, nous reprenons la série avec Jean-François Rapin, puis Marc Laménie. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, sur l'aspect franco-français du texte, bien sûr, je rejoins l'avis du rapporteur général en disant que c'est un texte qui était attendu et qui semble bien construit, qui sera probablement amendé, mais qui sur sa base, tient bon. Je reviens sur les aspects européens, Monsieur le Ministre. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous alliez prendre votre bâton de pèlerin pour aller peut-être construire l'Europe fiscale, et je vous en serai gré. Mais je pense que c'est une affaire quand même qui est compliquée. Et j'en ai pour exemple l'harmonisation de la supervision des marchés européens, des marchés financiers européens. On sait très bien qu'aujourd'hui, la position de la France sur ces aspects financiers n'est pas entendue par un certain nombre d'autres pays majeurs en Europe et qui, demain, sur les positions fiscales de la France, pourraient aussi entraver une démarche européenne. Donc voilà, je voulais avoir votre avis sur la façon dont vous sentez les choses, objectivement, et si vous pensez que ce leadership qu'essaye de prendre la France sur l'aspect financier européen peut tenir. Merci, Jean-François. Marc Laménie. Merci, monsieur le... Emmanuel Capus. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci pour vos informations tout à fait pédagogiques qui nous éclairent. Alors, sur l'aspect, on a beaucoup parlé de la fraude fiscale, mais je voudrais revenir un petit peu sur la fraude sociale, qui concerne le budget de la sécurité sociale avec différentes branches. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, on l'évoque aussi souvent, et à coup sûr ça existe, mais comment lutter aussi contre cet aspect de fraude. Pour l'aspect fraude douanière également, ça a été évoqué, et je rejoins aussi ce que les collègues ont parlé pour notre visite à Roissy qui nous a apporté beaucoup et on n'imaginait pas tout ce qu'on pouvait voir. Et l'aspect aussi, lutte contre la contrefaçon, parce que c'est vrai que la contrefaçon, c'est aussi un véritable fléau, et aussi des manques à gagner sur le budget de l'État. Et simplement, ma dernière modeste remarque, je rejoins aussi les collègues sur les moyens humains au niveau de la DGFiP, entre autres, tous les services, parce que c'est quand même une des administrations qui a été, en termes d'emploi, le plus réduit en nombre d'emplois. Et c'est vrai que là, le volet humain, il reste important aussi sur le terrain, pour les démarches sur le terrain, y compris dans nos départements aussi, les départements dits ruraux, départements où je représente aussi, et à ce niveau-là. Et puis aussi l'aspect, on le voit sur l'aspect tabac avec les crânes des buralistes, départements frontaliers, les Ardennes, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, à coup sûr, il y a aussi des manques à gagner qui sont sûrement pas négligeables. Vous avez rappelé vraiment des chiffres en milliards d'euros qui nous interpellent. Donc l'aspect aussi des départements frontaliers dans ce cadre-là, au niveau des craintes des buralistes. Je vous remercie. Merci Marc Laménie. Emmanuel Capus, puis Thierry Carcenac. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci pour ce projet de loi, effectivement, qui va dans le bon sens, beaucoup l'ont dit. Moi, à ce stade-là de la discussion, j'ai moins de questions qu'au départ. Donc il m'en reste 3. La première, assez technique, sur Tracfin, qui a publié son rapport hier.
son rapport d'activité, et qui montre qu'il y a une croissance assez exponentielle de ces résultats, de ces chiffres. Vous avez, je crois, promis des moyens humains complémentaires, supplémentaires, et je m'en réjouis. C'est plus sur l'aspect législatif, juridique. Est-ce que nous, de notre côté, vous pensez qu'il faut que nous introduisions des moyens juridiques accrus pour Tracfin et pourquoi, si c'est nécessaire, est-ce qu'il n'aurait pas fallu les intégrer dans le projet de loi? Je pense notamment à la possibilité pour Tracfin de s'autosaisir, ce qui ne lui est pour l'instant pas possible. C'était ma première question sur Tracfin. Sur le name and shame, je crois qu'Éric Bocquet a posé une question. Je ne suis pas sûr que vous ayez donné la réponse. Il me semble que le Conseil constitutionnel en 2010 avait condamné la pratique du name and shame. Et comment on fait pour que ça fonctionne cette fois-ci? En fait, puisque le Conseil constitutionnel avait indiqué, semble-t-il, qu'on ne pouvait pas faire d'interdiction globale, enfin pas de sanctions automatiques, et l'automaticité de la publication s'opposait à l'individualisation de la peine. Et le dernier point très simple, sur les propos de Jean Tirole, qui estimait que les crypto-monnaies comme le Bitcoin étaient encore trop souvent utilisées pour la fraude et l'évasion fiscale. Est-ce marginal ou est-ce une problématique que vos services prennent au sérieux? Merci, Monsieur le Ministre. Merci à Emmanuel Caput, Thierry Carcenac, puis Jérôme Bacher. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. On ne va pas bouder notre plaisir. Toute loi qui va permettre de lutter contre la fraude fiscale est une bonne chose et les dispositions et les dispositifs juridiques s'accumulent. Donc l'intérêt notamment de l'article 1er est intéressant dans la mesure où depuis 2002, on a vu avec le service national de la douane judiciaire l'intérêt qu'une police judiciaire peut apporter. La question que je me pose, c'est l'articulation et la coordination entre les différents services au travers des questions qu'avait posées le président Eblé et de monsieur le rapporteur général. Je crois que de ce côté-là, il va y avoir un travail important à organiser, même si, comme vous l'avez souligné, cette brigade sera ce service sera sous l'autorité d'un magistrat. D'autant que la criminalité et la fraude se conjuguent souvent. L'autre point, c'est le plaidé coupable. Je m'interroge, vous avez apporté tout à l'heure une réponse en disant que les rescrits seraient publiés. Sur le plaidé coupable, il y a la question qui est morale, bien évidemment, mais on voit bien qu'on a l'exemple de la convention judiciaire d'intérêt fiscal, et donc on aura le parallèle avec la fraude fiscale. Est-ce qu'on pourrait avoir sur la convention judiciaire d'intérêt fiscal un petit peu le nombre d'affaires qui ont été traitées dans le cadre de la transparence, car je crois que c'est un élément important, notamment si vous n'envisagez que dans le cadre du verrou fiscal, de faire en sorte qu'il n'y ait qu'une simple adaptation en la matière. Et le troisième point, c'est les moyens. Vous avez évoqué des moyens juridiques, un moyen de personnel, sans essayer de mettre des moyens supplémentaires. Vous avez évoqué qu'en matière de contrôle fiscal, il y avait eu la sanctuarisation des agents. Néanmoins, sur les moyens personnels, on avait soulevé un problème, notamment avec la mise en œuvre du data mining sur le recrutement de quelques personnes de qualité importante, et notamment dans le cadre de leur rémunération. Et enfin, toujours dans le cadre de la transparence, il serait intéressant, comme vous l'avez indiqué sur les rescrits, que l'on puisse avoir, en matière de coopération fiscale notamment, la publication des relations entre les différents États et voir ceux qui sont coopératifs ou pas dans le cadre des questions qui peuvent être posées dans le cadre de la transparence fiscale par nos différents services. Et il n'y a pas eu de publication, semble-t-il, depuis 2016 en la matière. Voilà. J'aurai d'autres questions, mais je pense que ce sera suffisant. Oui, merci Thierry Carcenac. Jérôme Bacher, puis Didier Rambaud. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, une question de l'Ancien Monde, une question du Nouveau Monde. Question de l'Ancien Monde, il me semblait qu'il y a 10 ans, on avait créé un délégué national aux luttes contre la fraude fiscale et sociale, placé auprès du ministre des Comptes publics. Et vous nous proposez aujourd'hui, dans votre projet de loi, un certain nombre d'aménagements. Et quel est votre bilan sur ce délégué national qui avait pourtant à l'époque
été plutôt une réussite. Est-ce que votre projet va un peu plus loin, lui donne plus de moyens, tient compte d'un échec? Ça reprend la question de Marc Laménie, notamment sur la fraude sociale, qui est peut-être un petit peu trop absente de ce débat, sachant qu'il y a là des sommes en jeu bien plus importantes. Et puis, toujours dans vos services, Monsieur le Ministre, il avait été mis en place une cellule fiscale de régularisation, que ce soit sous Éric Woerth d'abord, puis Cazeneuve d'autre part. Monsieur le ministre Cazeneuve, à l'époque, brièvement un ministre des Comptes publics, mais quand même, il avait fait des choses. Qu'en est-il? Allez-vous maintenir cette cellule de régularisation qui avait rapporté beaucoup d'argent, fondée sur la bonne foi? On l'a souvent trop peu dit. Vous parlez du STDR, oui. Et puis, un sujet du Nouveau Monde, mais mon collègue Capude l'a évoqué, le sujet des cryptoactifs. Est-ce que vous ne croyez pas que pour lutter au-delà du blanchiment, et du blanchiment de fraude fiscale, le fait de faire de l'évasion fiscale, parce que la fiscalité sur les sujets des cryptoactifs est aujourd'hui ultra dissuasive, parce que on est taxé à 60% si on sort, grosso modo, qui fait que des jeunes qui gagnent aujourd'hui des millions d'euros, je dis bien des millions d'euros, des jeunes de moins de 18 ans qui s'amusent sur les bitcoins et autres monnaies, enfin, pas des monnaies, autres cryptoactifs, vont se fiscaliser à Malte pour pouvoir sortir leur argent. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on pourrait avoir une autre fiscalité aussi pour éviter la fraude et l'évasion fiscale, une fiscalité qui pourrait être semblable à celle de l'or? Merci Jérôme Bachere. Didier Rambaud et pour finir Philippe Dominati. Merci, oui, ça devient difficile. Je vais être bref parce que parler en 15e position, tout a presque été dit ou redit. J'ai quand même trouvé une question concernant le data mining. Il a trouvé. Chercheur d'or. Vous aviez pris, Monsieur le Ministre, un arrêté en août dernier sur l'extension à titre expérimental du data mining sur les particuliers. Un peu l'image de ce qu'on avait fait pour les entreprises en 2014. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous faire un petit point d'étape à ce sujet? Merci Didier. Philippe Dominati. J'aime bien les questions courtes. Ce serait sympa que tout le monde fasse pareil. Puisque tout a été dit par mes collègues, je dirais, sur le plan technique dans cette nouvelle loi, je voudrais simplement dire que je partage un peu la réflexion de notre président de commission, c'est-à-dire une nouvelle police dépendant d'un nouveau ministère, de nouveaux articles, de nouvelles sanctions, parfois multipliées par 100. Or, pourtant, il y a un moyen assez efficace contre la fraude fiscale. Ce moyen, il est développé par un grand nombre d'économistes, un certain nombre de politiques. Il explique simplement que la fraude fiscale est proportionnelle au prélèvement obligatoire dans un pays. Et dans l'exposé des motifs, il est marqué nulle part que la France est championne du monde, pratiquement, ou numéro 2, sur les prélèvements obligatoires. Et je pense que c'est un oubli de Bercy, un oubli peut-être du gouvernement. Et dans l'exposé des motifs, je pense qu'il faudrait rajouter un paragraphe et expliquer que le meilleur moyen de lutter contre la fraude fiscale, c'est pas une nouvelle police, c'est pas un nouveau ministère, c'est pas un nouveau coup de verrou, mais c'est tout simplement de s'adapter à l'environnement international, à la compétitivité et avoir une fiscalité raisonnable comme les pays voisins de la France. Merci à Philippe Dominati. Et donc, Monsieur le Ministre, si vous voulez bien nous apporter votre éclairage sur tous ces sujets, nous vous en serons reconnaissants. On va d'abord commencer par le meilleur, c'est-à-dire par la fin, et par Monsieur le sénateur Dominati, qui connaît l'estime et l'amitié que je lui porte, mais dire à Monsieur Dominati que tout au début de mon intervention, j'ai évoqué que l'impôt était attaqué par 3 choses. Le principe de l'impôt, et qui est nécessaire dans une République et une démocratie moderne, c'était le fait que, évidemment, il y avait de la fraude et il y avait une sorte de dumping fiscal entre les pays, mais qu'il y avait parfois un impôt trop obèse et que parfois trop d'impôts tuait l'impôt. Cependant, si je considère que la surfiscalité ou le grand taux de prélèvement obligatoire décourage la bonne contribution et l'esprit même d'une imposition juste, je ne fais pas le lien qu'il fait. Et on peut tout à fait juger des impôts trop importants, se battre politiquement pour changer la fiscalité, et en même temps considérer que quand la loi de la République, et c'est le cas,
a décidé de ces prélèvements obligatoires, on doit être au rendez-vous de cette contribution dans les charges publiques. Je le dis d'autant plus volontiers à Philippe Dominati qu'il appartient à un groupe politique. Je me suis amusé à lister parce que le problème, notamment ce que disent les libéraux, me semble-t-il, monsieur le sénateur, c'est que l'impôt n'est que de la dépense publique. Et je constate que votre groupe politique, sur les contrats aidés, sur les logements, sur les effectifs dans la fonction publique, notamment à la DGFiP, sur les CCI, sur un certain nombre de fonctionnements dans l'écologie, dans la santé, a voté contre toutes les baisses de dépenses que je lui ai proposées. Donc je vous propose de faire une réunion de groupe afin d'expliquer à vos collègues que pour baisser l'impôt, il faut baisser la dépense. Et quand on prochain budget, on sera souvent aidé, ce qui est par le cas individuellement, parfois du rapporteur général, je voudrais le souligner dans son esprit de responsabilité, on pourra effectivement imaginer commencer à baisser l'impôt, mais encore faut-il accepter de baisser la dépense. Et je constate que monsieur le sénateur est parti. Il ne faut surtout pas toucher les collectivités locales non plus, j'ai oublié, surtout ici. Le sénateur est parti, mais vous voyez, dans la même phrase, parfois on me dit qu'il manque des effectifs et il faut baisser pour autant la dépense publique. Je fassiez partie de l'ancien monde, parce que moi je n'appartiens à aucun parti. Je ne suis que rattaché à un groupe. Ah, bah bon. Vous avez une vision des partis politiques. Vous avez rattaché. Bref. J'entends bien, mais le groupe dans lequel vous êtes rattaché, malgré tout, n'est pas très cohérent. On peut parler de rattachiste, mais... Cependant, je partage l'idée que l'imposition est trop importante, évidemment, et on a déjà eu ce débat ici, même si je ne fais pas le lien que fait le sénateur Dominati. Pour répondre à M. Roubaud, je suis désolé parce qu'il n'a qu'une seule question, et je me suis retourné vers le directeur général des finances publiques, qui là ne lève pas les yeux, M. le rapporteur général, mais qui me faisait des grands signes pour me dire que c'était trop tôt pour en tirer une évaluation. Mais ce que l'on pourrait peut-être faire, c'est que peut-être d'ici une année, vous réécrire, ou en tout cas dire à la Commission et à vous-même la première conclusion que nous tirons de ces changements, parce qu'effectivement, c'est un peu compliqué de tirer des conclusions hâtives qui ne seraient pas scientifiques ou objectives. M. Bacher a évoqué plusieurs questions, la question du coordinateur, du délégué national contre la fraude que j'ai rencontré, M. Prost, qui a fait un travail justement interministériel extrêmement important pour préparer ce texte. Et son travail est interministériel et il s'agit donc effectivement de continuer à travailler avec lui, notamment parce que les fraudes touchent tous les pans, si j'ose dire, de la vie et là où il y a de la fiscalité ou de la réglementation. Sur le bureau STDR, il a été fermé, je l'ai fermé au bout de 4 ans de vie, si j'ose dire, et on considérait qu'au bout de 4 ans, ça commence à faire beaucoup. Mais nous allons ouvrir, et j'ai reçu d'ailleurs une note de la DGFiP cette semaine, d'ouvrir le bureau qui sera, lui, ne concernera pas les particuliers, mais les entreprises. Et on aura l'occasion peut-être, si vous le souhaitez, Monsieur le Président, de détailler cela, de même que nous pourrions détailler, et si vous le souhaitez, je suis à votre disposition, évoquer la question des crypto-monnaies, qui est une question très importante, qui n'est pas aussi importante qu'il n'y paraît, en tout cas dans le discours, qui a des difficultés. Il se crée des crypto-monnaies toutes les semaines et s'enferme toutes les semaines. C'est la plus essentielle que vous évoquez, et la plus médiatique est le Bitcoin. C'est assez complexe à comprendre. Ce n'est pas vraiment une monnaie. D'ailleurs, nous nous intéressons à savoir quand on transforme ces unités de monnaie, enfin je vais essayer de parler comme ça, ces crypto-monnaies, lorsqu'on les transforme en argent, sonnant et trébuchant, il faut effectivement les déclarer aux impôts, sinon il s'agit effectivement de la fraude, donc je le répète ici une nouvelle fois, comme une plus-value. Et par contre, effectivement, dans un monde et dans les plateformes que sont les blockchains, je le dis ici rapidement, nous pourrons peut-être nous poser quelques instants pour réfléchir, soit à ce que ça veut dire, c'est assez libertarien pour le coup comme explication philosophique, qui garantit cette monnaie. Vous avez vu que le Bitcoin, il fait un certain nombre de montées, de descentes, et s'il n'y a pas proprement dit de l'inflation, parce que c'est une monnaie fermée, en même temps, il y en a plusieurs autres qui peuvent correspondre à des richesses qui font concurrence et qui peut-être demain peuvent faire naître de l'évasion, c'est tout à fait vrai. Mais même si nous étions, je parlais de Tracfin tout à l'heure, M. Capu l'évoquait, on s'est posé la question avec le directeur de Tracfin pour savoir si ça ne finançait pas, parce qu'il y avait des alertes qui avaient été données dans certains pays, notamment d'Amérique du Sud, des activités terroristes ou criminelles. Pour l'instant, rien ne nous laisse à penser que c'est le cas, mais qu'il faut rester extrêmement attentif à cette nouvelle façon de pouvoir échanger des choses qui ne sont pas forcément une monnaie telle que nous l'entendons et qui n'est pas basée sur le principe même de la monnaie. Mais je crois que c'est une question très importante et il faut faire effectivement attention sur le fait que ce ne soit pas aujourd'hui une nouvelle source d'évasion ou de fraude fiscale.
Monsieur Capu, puisque je parlais de Tracfin, évoquait la possibilité pour Tracfin de s'autosaisir. Je ne crois pas que ce serait le principe même de Tracfin, puisque le principe de Tracfin, c'est d'analyser des données et pas de poursuivre un certain nombre de choses comme vous l'imaginez, même si, évidemment, la question que vous évoquez du renforcement de ces moyens doit être au rendez-vous. Et nous avons augmenté dans le budget de 15 équivalents temps plein, ce qui est une montée importante, vu un service qui est somme toute assez petit, qui est très efficace. Et il montrera Tracfin, non seulement dans le rapport que vous évoquez, mais dans 15 jours, nous avons 2 jours de conférence internationale sur le financement du terrorisme. Et j'aurai l'occasion de participer à ce sommet international. Et avec Bruno Dalle, le directeur de Tracfin, on aura l'occasion de rappeler notamment le rôle essentiel de Tracfin dans l'analyse des collecteurs, notamment de l'État islamique, et du suivi de ces collectes éventuelles. Ils ont fait un travail extrêmement important. Et Tracfin, comme la DNRD, le service de renseignement des douanes, c'est 2 services de renseignement fiscaux, ou en tout cas apparemment fiscaux, qui sont autour du coordinateur du renseignement. Et de plus en plus, ce renseignement fiscal a un intérêt pour pouvoir suivre les parcours de ceux qui se font financer, parfois de manière assez caricaturale, d'autres fois en passant par des associations sportives, communautaires, ou par des particuliers qui font des moquements obligatoires. Nous travaillons avec les banques et je rencontre en ce moment tout un tas de dirigeants de grandes banques françaises pour voir comment on peut encore mieux travailler avec eux et que ce ne soit pas simplement quand Tracfin demande quelque chose qu'il y a des signalements. Et jusqu'à présent, toutes les banques qui travaillent avec nous sur notre pays sont extrêmement efficaces avec les services de Tracfin. Et effectivement, ils doivent continuer à travailler. Ça pose de manière une question générale qui n'est pas dans ce texte du renseignement fiscal à Bercy. Il n'y a pas de coordination, comme on peut le penser, du renseignement fiscal, même si à ce titre, moi, je participe au Conseil de défense autour du président de la République. Mais nous y travaillerons et on doit trouver un bon moyen pour que Tracfin, la DGFiP et les douanes se parlent. Ils se parlent déjà. D'abord parce qu'ils se parlent en réunion des directeurs que nous tenons chaque semaine. Ils se parlent parce que c'est un moment quotidien. Je sais que la chef du contrôle fiscal de la DGFiP rencontre 1 fois par an ou 2 fois par an, plus que ça, me dit monsieur Parent, le directeur de Tracfin, qui a des agents des douanes et des agents de la direction des finances publiques à Tracfin en détachement, mais sans doute doit-on continuer ce renseignement fiscal et être au rendez-vous. Et cependant, je ne pense pas que ce soit une bonne chose d'imaginer que Tracfin s'autosaisisse. Sur la décision du Conseil constitutionnel, vous avez raison de la rappeler, sur le name and shame, le Conseil constitutionnel, sauf erreur de ma part, n'a pas fait d'observation sur le principe. Il a considéré en effet qu'il n'y avait pas de lien et qu'il ne devait pas y avoir d'obligation dans la mesure où il y avait une automatisation de la peine. Bon, vous l'avez rappelé. Ce que nous prévoyons là, c'est de le rendre obligatoire et le juge peut y déroger. Donc nous pensons, nous, pour avoir écouté l'avis du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel, avec le secrétaire général du gouvernement, que la disposition telle que nous la présentons, qui est bonne sur son principe, respecte désormais ce qu'a décidé le Conseil constitutionnel. Et peut-être que le Parlement améliorera d'ailleurs cette disposition. Monsieur Carcenac a évoqué un certain nombre de sujets. Je remercie de ses encouragements également. Peut-être dire que sur la procédure du plaidé coupable, il ne faut pas faire la confusion, je me suis peut-être mal exprimé, entre le fait que nous élargissions du blanchiment de faute fiscale à la faute fiscale au plaidé coupable, mais pas pour la Convention. Donc on aura l'occasion sans doute de revenir dans l'hémicycle. Et puis la deuxième question qu'il évoquait, c'est son rapport, puisqu'il a rapporté cette mission dans mon ministère. Il prévoyait lui-même dans son rapport, me semble-t-il, le recrutement de data scientists, et que nous l'avons écouté. Et peut-être que nous pourrons, dans le cadre du projet de loi de finances qui viendra, ou dans la loi de règlement, peut-être faire un point d'étape sur les personnels qui seront recrutés, sous quel type de contrat et comment on peut effectivement imaginer les choses, sachant que j'ai compris qu'à la DGFiP, et vous le savez mieux que personne, les gens ne sont pas recrutés par métier, mais ils font plusieurs métiers dans le cadre de leur carrière en tant qu'inspecteur des finances publiques, par exemple. Voilà, peut-être que M. Parent ou moi-même pouvons vous expliciter ça dans le cadre de vos auditions, et notamment si nous faisons le suivi de ce qui est constaté. Monsieur le sénateur Rapin, je suis assez embêté de vous dire que ce texte est évidemment le texte du ministre de l'Action et des Comptes Publics, mais ce que vous évoquez est caricaturalement un sujet qui concerne monsieur Bruno Le Maire. Donc je ne saurais trop vous recommander de lui poser ces questions, surtout qu'il y travaille beaucoup. Il était encore au G20 en Argentine la semaine dernière, et je crois que Bruno Le Maire sera au rendez-vous
pour répondre à vos interrogations dont je ne connais pas exactement l'état des discussions qu'il a aujourd'hui avec un certain nombre de nos collègues d'autres pays européens et internationaux. Mais je peux, si vous le souhaitez, m'engager à lui porter la question et qu'il puisse vous répondre au moins par écrit en attendant la séance publique, même si cela a assez peu à voir dans l'esprit, oui, mais dans le concret, non, avec le texte que je présente. Monsieur Laménie m'a posé la question, mais comme M. Bacher aussi, finalement, de la fraude sociale, elle n'est pas concernée dans ce texte. J'aurais peut-être précisé que c'était la fraude fiscale. C'est pour ça que j'ai voulu un texte court. C'est un peu le défaut. J'entends bien que la fraude sociale est importante. Pardon ? Oui, mais c'est la fraude sociale, c'est pour l'enforcement des sanctions. Monsieur dans le titre. Oui, mais c'est le titre, c'est le titre du titre, monsieur le rapporteur général. Après, c'est tout le problème, c'est que soit je propose un texte long, et collectivement nous avons raison de dire qu'il est trop long, on n'a pas le temps de l'étudier, voilà. Soit on présente un texte avec beaucoup d'éléments, dont la fraude sociale fait évidemment partie, et dans ce cas, ça nous amène à autre chose. Et je suis pas sûr qu'il faille mettre sur le même plan, même si les montants peuvent être importants, la fraude fiscale et la grande fraude fiscale que nous essayons de pénaliser, avec la question beaucoup plus internationale et européenne que cela pose, et la fraude sociale qui pose d'autres questions, les relations que nous avons avec les départements, le travail que fait la ministre de la Santé et des Solidarités, le budget de la Sécurité sociale. Sans doute viendra le moment où un texte sur la fraude sociale sera présenté, et je le présenterai avec Madame la ministre de la Santé, mais on a fait le choix de ne pas le mettre ici. J'imagine qu'il y aura des amendements. Je les refuserai malheureusement parce que je crois qu'il ne faut pas qu'on mélange dans un texte de nature différente, même si vos questions sont tout à fait légitimes et je suis prêt à y répondre avec Madame la ministre de la Santé et des Solidarités. Voilà, je crois que j'ai répondu à tout le monde, me semble-t-il. Merci à tous, merci Monsieur le Ministre. Et rendez-vous en effet certainement dans peu de temps. Je ne sais pas quels seront les délais pour l'examen de ce texte, mais juin. Merci à vous tous. Bonne journée.